Bah, c'est reparti. Donc après une petite pause, le temps de boire un petit verre d'eau. Donc avec nous, on a le plaisir d'avoir Georgia. Bonjour. Enchantée, Donc merci beaucoup hein, de votre présence. merci à vous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Tout pareil. Donc effectivement, vous êtes en direct, donc voilà, on peut les... Bonjour Bonjour. tout le monde. Alors, bah du coup déjà, vous pouvez peut-être justement vous présenter un petit peu auprès des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être, qu'on Alors, sache un peu. je suis Georgia Caldera. J'ai commencé par écrire une trilogie vampirique qui s'appelle Les Larmes Rouges. Après, j'ai écrit une série qui s'appelle Victorian Fantasy. Donc, Les Larmes Rouges, c'est dans un univers assez sombre, un petit peu à la Anne Rice, parce que c'est mes références ultimes en matière de vampires. Victorian Fantasy, c'est beaucoup plus de la fantasy, comme son nom l'indique. J'écris également du contemporain, avec Nos chemins de travers, Ceux qui ne te tuent pas. Et là, dernièrement, Embrasse l'hiver et danse avec lui, qui vient de sortir, qui est plus, là pour le coup, vraiment une comédie romantique de Noël, donc qui n'a rien à voir avec mes écrits précédents. Et voilà, donc j'écris dans plusieurs genres, mais mon genre de cœur reste voilà, la fantasy. Ah, parce que ce que j'ai noté, vous avez vraiment un style très varié. Vous Oui. arrivez à passer de la romance à la fantasy. Et du coup, un des ouvrages que vous présentez aux Imaginales, c'est Les Brumes de Cendre Lune, c'est bien ça? Oui, alors Ouais. ça c'est ma dernière trilogie. Alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer. À la base c'est de la dystopie, donc plutôt de la SF. Mais il y a un petit peu un côté fantasy dans le sens où il y a des dieux qui ont des pouvoirs magiques. C'est du post-apocalyptique en fait. Dans une société où en fait l'humanité a énormément régressé, a perdu tous ses savoirs et est gouvernée par une caste de dieux tout-puissants qui contrôlent jusqu'à leurs pensées. Et donc, quand ils détectent des pensées séditieuses, ils opèrent des rafles. Ou donc avant même que les gens aient commis des méfaits, mais le simple fait qu'ils y aient songé fait qu'ils sont emprisonnés puis condamnés à mort. Voilà. Est-ce que l'idée de dieux qui savent tout et qui voient tout, ça est venu aussi un peu des capacités des vampires qui sont capables de lire dans les pensées ou... Il y a un peu de ça, oui, parce que c'est vrai que les thématiques du vampire me restent à cœur, dans le sens où il y a un de mes personnages, Verlaine, qui, lui, est un demi-dieu, en fait, qui est mi-humain, mi-dieu, et qui a bien du mal, du coup, à s'imposer parmi les dieux. A des pouvoirs tels que il doit se nourrir de l'énergie des gens, enfin des humains, et donc en absorbant en fait l'énergie vitale des humains. Donc c'est vrai que c'est assez proche des vampires, mais c'est exclusif à ce personnage-là. Qui va être assez central dans l'histoire. En se nourrissant de cette énergie-là, il va alimenter d'autres de ses pouvoirs. Et là, je peux pas trop en dire parce qu'après, ça fait partie de l'intrigue. Voilà. Mais est-ce que je vais un peu sur les cycles où vous écrivez autour des vampires, quand on écrit, quand on fait l'écriture autour de vampires, est-ce qu'il y a des règles à respecter? C'est-à-dire vraiment oui, des règles à respecter. Est-ce que le vampire, il doit nécessairement être immortel? Est-ce qu'il doit nécessairement se nourrir de sang humain? Ou est-ce que finalement, on a une certaine liberté ou une liberté totale Alors, je pense que les codes et les obligations sont pas forcément bonnes pour l'art. Parce que les étiquettes, ça cloisonne l'imagination et c'est un peu dommage. Après, dans les vampires, c'est vrai qu'on va retrouver généralement l'immortalité. Ça, je pense que c'est commun ouais, dans la littérature à quasiment tous les vampires. Après, la plupart du temps, ils se nourrissent de sang. Certains de sang exclusivement humain. Après, on a des vampires où ça va être un peu plus nuancé, où ils vont pouvoir se nourrir de sang animal. Que bon, moi, après, je trouve un petit peu dommage, mais ça dépend comment c'est exploité. Il y a des vampires psychiques qui, eux, vont justement se nourrir de l'énergie vitale des gens. Je pense que tout est permis.
Après, pour respecter vraiment le vampire, je pense que la seule chose, c'est l'immortalité, mais en même temps, un vampire qui serait totalement invulnérable, ce serait aussi un peu dommage parce que... Ce sera un dieu finalement. mais oui, c'est C'est- ça. Et du coup, là, est-ce que vous avez justement aussi l'impression que la figure de vampire, elle a un peu évolué aussi dans notre imaginaire, à travers les livres, ou maintenant à travers le cinéma ou les jeux vidéo? Est-ce qu'on le perçoit différemment? Parce que parfois, d'abord, on a beaucoup connu avec Dracula, mais au fur et à mesure, avec les différents films, parfois, on dirait presque que depuis quelques années, la figure du vampire est devenue plus sympathique, Mm. parfois même sexy, glamour, donc voilà que c'est attirant finalement aussi. Donc je sais pas, ou vous-même, comment vous percevez vos vampires aussi, ce que vous aimez en faire. Alors moi j'aime particulièrement le vampire des premiers écrits du 19e, tels que les vampires de Bram Stoker, euh, après oui, de Sheridan Le Fanu ou La Morte amoureuse de Théophile Gautier. J'aime ce genre de vampire qui est horrifique, enfin, voilà, qui a vraiment une dimension euh, d'épouvante. Euh, et qui est obligé de se nourrir à la fois de sang humain, mais aussi du sang du dernier battement de cœur, et donc de prendre des vies. Parce que moi, c'est les thématiques que j'aime développer à travers le vampire, c'est cette ambivalence, en fait. Je trouve ça assez étonnant quand même dans votre écriture, tellement d'un côté, vous écrivez un peu des romances, et de l'autre côté, vous avez des personnages le premier mot qui me vient, c'est un peu gore, donc très, très dur, un peu sombre. Oui, Et c'est assez singulier en fait. alors c'est vrai, mais alors après, mes romances, bon, la dernière est un peu plus légère, c'est vrai, puisque c'est une comédie romantique de Noël, par rapport à tous mes autres écrits, mais mes romances ont pour particularité, j'ai envie de dire, d'aborder des thématiques assez lourdes, là où en fait je vais me faire plaisir dans la romance contemporaine, c'est d'aborder plus la psychologie des personnages et d'aller en profondeur des choses dans une relation amoureuse. Mais on est bien loin de la romance guimauve. Voilà, je vais aborder des sujets, des thématiques de société assez lourdes, telles que les violences conjugales, les abus sexuels, euh, aussi le harcèlement scolaire, les violences au sein de la famille. Donc en fait, elles sont rarement, à part la dernière, du coup. Mais en fait, mes romances sont rarement légères pour autant. Voilà. Ok. Oui, et du coup, là, justement aussi, par rapport au... Parce que vous avez une présence sur le numérique assez travaillée, sur différents réseaux, vous avez un site internet, et du coup, les personnes qui vous suivent, justement, elles sont plus attirées par l'aspect des romances contemporaines, ou plutôt sur le côté fantastique, ou alors les personnes qui vous lisent aiment vous lire de manière générale, quel que soit le genre que vous écrivez. Alors, je suis assez heureuse de pouvoir avoir amené, enfin, d'avoir réussi à amener certains lecteurs du fantastique et de la fantasy vers les romances contemporaines et inversement. Après, j'ai aussi bien entendu certains lecteurs qui se cantonnent à mes fantaisies et certains autres lecteurs qui se contentent, enfin qui ne lisent que mes romances contemporaines. Mais la plupart du temps, en fait, ils alternent entre les deux. Puis il y a eu, avec l'avènement de Fifty Shades, alors on en pensera ce qu'on veut, hein, de la qualité intrinsèque, mais une vraie démocratisation de la romance, même si déjà, bon, c'est une lecture qui, à la base, s'adresse essentiellement aux femmes, mais déjà, par le passé, les femmes en lisaient énormément. À partir de là, elles ont plus assumé et il y a eu tout un public qui s'est ajouté, qui a commencé à en lire. Et du coup, il y a beaucoup de lecteurs qui sont passés du fantastique, en fait, qui lisaient beaucoup, à la romance et qui ont plus assumé de pouvoir lire aussi ce genre de choses. Et ces lecteurs-là m'ont suivi, du coup, aussi C'est- dans ce mouvement. Alors, je me trompe peut-être complètement. Vous allez peut-être
me dédire, mais 50 nuances de Grey, Oui. la version originale sur Wattpad, il y avait une histoire de vampire, non? Alors, c'est une fanfiction de Twilight à la base, Oui, c'est ça. qui a été réécrite pour coller au genre et au code de la romance contemporaine. Ouais, Mais il y a un lien, ouais, effectivement. Hein, oui, oui, oui. parce que ce qui est justement ce que je vais reprendre un des mots que vous disiez, que j'avais en tête justement, c'est aussi qu'on semble plus assumer justement le fait de lire de la romance. Et qu'à une époque, par exemple, le fait de lire les Harlequins, on le cachait Oui. un peu, c'était pas très. Voilà, on n'était pas toujours très fiers, alors que maintenant, moi j'ai une image comme ça, je sais qu'au marché aux puces, on voit facilement les 50 nuances de Grey qui se vendent, voilà, c'est devenu, on lit quoi, et ou même ma maman, elle a donné un livre des 50 nuances de Grey à ma belle-sœur, donc c'est dire, D'accord. c'est devenu assez, ouais, c'est assez anodin. Et du coup, est-ce que vous pensez justement aussi que peut-être que le numérique a aussi contribué un peu ouais, à une vulgarisation, dans le sens positif, une vulgarisation de ce type d'écriture? Bah oui, probablement parce que c'est vrai que justement la fanfiction de l'auteur euh, E.L. James, si je dis pas de bêtises, des 50 nuances degrés, a démarré en proposant ses écrits en numérique. Et c'est vrai que la romance contemporaine se vend extrêmement bien, contrairement à d'autres genres, au format numérique. Oui, tout Et à fait. donc, Ouais. oui, je pense oui, que ça a fortement contribué à la démocratisation du genre. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est ce qui se vend le plus en livre numérique, c'est vraiment la romance, Mm. mais des proportions, je crois, un quart ou un tiers, et en livre numérique. Oui, Mais du coup, ça contredit presque ce qu'on a dit avant. Parce qu'une des analyses, c'est justement que les personnes ne sont pas toujours nécessairement. Et donc, quand on achète en numérique, ça peut être un peu plus discret, discret. oui, c'est vrai. mais, mais du coup, est-ce que par rapport à des sites aussi comme Wattpad, par exemple, ou La Plume d'Argent et des sites de ce type, est-ce que vous avez déjà écrit dessus, en fait, pour vous amuser? Ou est-ce que, justement, ou plutôt, je vais reformuler ma question, pardon, mais dans votre processus d'écriture, est-ce que le numérique il y a eu une place ou ou au contraire vous êtes classique avec du papier vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, alors non, j'ai jamais écrit sur ces plateformes parce que elles sont arrivées après que j'ai été éditée Ok. et du coup, par contrat, je suis liée à mon éditeur. Mais par contre, Internet et les réseaux sociaux ont énormément joué. Bah, on fait tout le début de ma carrière en fait parce que moi j'ai commencé donc avec les larmes rouges. Déjà, je me suis adressée par internet à une petite. Enfin, à la base, c'était une petite maison d'édition puisqu'il démarrait juste aux éditions du Chat Noir. Et je leur ai envoyé par mail, alors qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Dans Ah les oui. vraies grandes maisons d'édition, il fallait envoyer un manuscrit papier et tout. Mais comme j'étais très peu sûre de moi, j'avais pas envie de mettre des moyens là-dedans. Et donc, bon, je me suis contentée de faire ça. Et à ma surprise, il a été tout de suite accepté. Donc voilà, c'était. Le premier roman, il Oui. s'appelle comment? C'était Ah ben, c'était Les Larmes ouais, Rouges. ouais, Et c'est les larmes le rouges. Ouais. premier tome est sorti d'abord aux éditions du Chat Noir. Et je me suis fait connaître donc par ce biais-là et aussi par, vu que j'ai une formation d'illustratrice, j'avais réalisé toute une série en fait d'illustrations autour de mon histoire. Et du coup, les gens, en voyant mes illustrations, ont été attirés par mon histoire et ont commandé le livre un petit peu grâce à ça, en fait, puisqu'il n'était pas accessible en librairie. J'ai reçu le prix Merlin 2012. Et c'est là, en fait, que j'ai lu, s'est intéressé à mon livre et que j'ai pu après être publié chez J'ai lu. Et vous continuez à illustrer vous-même vos univers alors avec Euh, les. Ouais. J'essaie, oui. Alors après, parfois je manque un peu de temps malheureusement, mais j'essaie toujours. J'en ai fait quelques-unes illustrations pour Victorian Fantasy. J'en ai fait aussi pour Les Brumes de Cendrelune.
Dans les 2 premiers livres, d'ailleurs, il y a une illustration qui figure en troisième de couverture. Et puis là, j'ai commencé l'écriture d'un diptyque de fantasy et j'essaie de m'aménager du temps parce que ça me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de renouer aussi avec ce côté-là de mon art et de mes histoires. Et donc, j'ai déjà commencé à réaliser toute une série d'illustrations. Et parce que la question elle est partie. Elle est... Oui, ouais, je voulais vous demander ça, parce que vous avez effectivement écrit plusieurs séries, mais en fait elles sont, par exemple, les Larmes rouges ou les Brumes de Cendrelune, c'est des séries qui sont finies en fait, ou elles sont encore en cours d'écriture Non, non, elles sont terminées. Les deux sont terminées Oui, les 2 alors? sont Ok, terminées. d'accord. Ok. Et donc, ok. Et parce que, en fait, j'ai l'impression aussi que je sais pas, vous allez me dire, mais que quand vous écrivez les romances contemporaines, est-ce que c'est aussi pour, est-ce que ça vous aide aussi après pour vous replonger dans vos univers fantasy en fait, ou est-ce que je veux dire, est-ce que vous écrivez de manière linéaire, vous concentrez sur un seul ouvrage, ou alors au contraire, vous commencez un premier roman et vous êtes à un moment un peu bloqué, vous dites ah, j'en ai marre et vous vous lancez dans autre chose ou comment vous faites alors Alors, je suis assez monomaniaque. En fait, vraiment, quand j'écris une histoire, je me mets vraiment. Je m'investis complètement dans mes personnages et tout ça. Et du coup, ils ne me quittent pas du début à la fin. D'accord. Et donc, du coup, non, je reste concentrée, focus sur une histoire. Et après, je passe à l'autre. Par contre, c'est vrai que le fait d'alterner entre la fantaisie et le contemporain me permet de m'aérer un peu, d'éviter de me lasser. Et du coup, je reviens à la fantaisie avec un esprit plus frais que si j'essayais à chaque fois d'inventer un nouvel univers. Sitôt le premier univers abandonné, il faut que j'en crée un nouveau. Du coup, je le laisse plus venir à moi pendant que je suis en train d'écrire la romance contemporaine qui va être un peu moins exigeante du point de vue de la construction d'un univers, puisque là, je m'appuie sur la société actuelle et donc j'ai pas à l'inventer en fait. Et votre dernier ouvrage autour de romance contemporaine, il abordait quel sujet de société? De l'en aborder un en particulier ou... Oui, alors j'y parle beaucoup de féminisme. Parce que ça, c'est une thématique qui me tient énormément à cœur. Et donc, voilà, la romance contemporaine, ça me permet de parler de ça, des sujets, des thématiques de société qui me tiennent à cœur. Même si en ce qui concerne les brumes de Cendrelune, j'évoque aussi beaucoup l'écologie, la problématique de l'effondrement, parce que c'est des sujets qui m'angoissent beaucoup, comme beaucoup de gens. Et donc, mais voilà, le contemporain, ça me permet de parler de sujets voilà, très concrets. Et donc, à travers Embrasse l'hiver et danse avec lui, j'y parle de féminisme. Mon héroïne est une femme qui se revendique voilà, très indépendante, qui, à cause de déceptions amoureuses, ne veut plus jamais entendre parler d'hommes et pense qu'on peut très bien vivre sans relation amoureuse. Et après tout, pourquoi pas et mon personnage masculin, lui, est encore en deuil puisqu'il a perdu sa femme. Et il élève seul sa fille de 8 ans, avec laquelle c'est très difficile, les rapports sont très compliqués. Donc voilà, même si c'est plus léger, parce que voilà, il y a de l'humour, des situations un petit peu cocasses et tout. Malgré tout, il y a quand même des thématiques qui me tiennent à cœur et voilà que j'essaie voilà de développer à travers ces Parce que histoires. par rapport justement je peux en dire par rapport au féminisme, mais par rapport à la représentation qu'on a des femmes, il y a vraiment cette thématique, elle semble de plus en plus mise en discussion aussi dans le domaine de l'écriture, de la littérature fantastique. Mm. Je vois qu'il y a, je sais pas si vous y participez, mais il y a une table ronde justement sur le thème de la représentation du genre, de la discrimination dans les littératures fantastiques. Et on a eu plusieurs personnes qu'on a interviewées justement
qu'on a interrogé aussi sur ce point, sur la manière justement, donc quel impact aussi ça peut avoir bah, la représentation des hommes ou des femmes dans la fantasy par exemple. Je veux dire, est-ce que vous pensez que ça peut changer aussi le visage est-ce que vous pensez que ça peut changer la perception qu'on peut avoir des femmes dans la société, le fait justement d'avoir des personnages féminins plus normaux en fait Mm. finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah oui, oui, ah oui, j'en suis sûre. Ça doit être une table ronde très intéressante. Parce que, oui, oui, j'en suis sûre. J'ai lu dernièrement Les étoiles sont légion. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça le titre. Enfin, dernièrement, ça remonte à un peu plus d'un an. Mais enfin bon. Et c'est de la SF, et avec que des femmes. Et alors, bon, il y a des raisons à ça. Et vraiment, c'était génial et c'était ultra féministe. Et pourtant, c'était de la SF, donc ça n'avait rien à voir avec notre monde et notre société actuelle. Et malgré tout, l'auteur y développait des thématiques ultra féministes qui étaient très intéressantes et qui font réfléchir, qui donnent matière à réfléchir par rapport à notre société. Et justement, Samantha Shannon, qui est sur le salon, dans son livre Le prieuré de l'Oranger, ça m'a fascinée de voir. Elle invente, elle est anglophone, donc c'est certainement pas le même terme, mais qu'on parle de Rénome. Et où c'est une reine qui a la tête du royaume non, du coup, du Rénome, et que la société, du coup, est complètement différente par rapport à ça. Et c'est une idée que j'ai trouvée géniale, et que là, dans mon nouveau récit de fantasy que je suis en train d'écrire, j'essaie de développer, mais d'une autre manière, où justement, je me dis pourquoi se priver d'évoquer ces thématiques féministes à travers des récits de fantasy. Et je pense, oui, je suis convaincue que ça peut changer les mentalités et que ça peut poser d'excellentes questions. Oui, c'est vrai, parce que même en anthropologie, on voit bien aussi, même encore actuellement, qu'il existe aussi des sociétés matriarcales voilà, qui fonctionnent aussi. Et c'est vrai, oui, mais ça questionne aussi le rôle de l'auteur. En fait, la table ronde, justement, elle pose aussi cette question du rôle de l'auteur dans, dans la perception qu'il donne de la société, en fait. Et du coup, concernant les imaginales, vous pouvez nous dire aussi un petit peu si vous participez à des tables rondes de votre côté voilà, est-ce que vous participez à des tables rondes en fait? Ah bah là, ce matin, Ouais. j'étais à la table ronde Pas d'imaginal sans vampire, avec Ah oui, c'est vrai. Victor Dixon, Estelle Wagner et une autre auteure. Et la réponse a été positive ou négative La réponse, c'est-à-dire? à la question est-ce qu'il peut avoir des imaginales sans vampire? Ah bah non, puisque j'étais là, et Victor Dixon aussi. Alors Estelle Wagner, elle n'écrit pas sur le vampire, mais la quatrième auteure, elle, oui. Et c'était super intéressant. En plus, on a abordé des questions qu'on m'avait rarement posées. Et tous les auteurs ont eu des interventions qui étaient vraiment... on a rebondi sur des choses. Moi, ça m'a donné matière à réfléchir et c'était vraiment super chouette. Mais c'est vrai, finalement, le vampire, c'est vraiment un des personnages les plus récurrents C'est vrai. à travers les siècles. Il est toujours, il est toujours présent. Bah oui, parce qu'il existe depuis longtemps dans la Je littérature. veux dire, Hein. peut-être qu'il existe vraiment. Et oui, du coup, pour les personnes aussi qui nous écoutent, s'ils sont aux Imaginales ou s'ils viennent demain, où est-ce qu'ils peuvent vous voir s'ils veulent, par exemple, s'ils veulent une dédicace, s'ils veulent vous discuter avec vous? Alors là, cet après-midi, je serai à l'événement du PLIB, la remise de prix, jusqu'à 15h. Et après, je serai en dédicace au stand, je ne sais plus lequel par contre. Je suis Bon, désolée. ils vous trouveront à 15h. Voilà. Et demain, toute la journée. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste rappeler juste à nos personnes qui nous écoutent donc les derniers romans, le titre du dernier roman que vous avez écrit?
Alors le tout dernier, c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui, qui est une comédie romantique de Noël, donc voilà, qui est censée donner le sourire. D'accord. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci C'était un à vous. plaisir voilà, de pouvoir poser quelques questions. Merci beaucoup. Et C'était un plaisir. attention aux vampires ce soir. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. Merci Merci. bien. Au revoir.